Radio Ici et Maintenant, nous continuons l'émission interactive en direct. Nous avons un auditeur, maître Dylan Slama est avec nous sur 95.2. C'est Abdel qui souhaite poser une question. Abdel, bonjour. Bonjour Radio Ici Maintenant. Bonjour maître et bravo pour votre combat. Hein. Il est digne, hein. Il est digne, il est fort. Faut avoir du courage, c'est pas évident. Par contre, moi je trouve que c'est pas aussi simple que ça. Vous nous dites que la France, oui, on pourrait acheter du pétrole à l'Iran. Je pense pas que la France pourrait acheter du pétrole à l'Iran comme ça sans l'avis des Américains. Elle serait sanctionnée, elle aurait des amendes, nos banques auraient des amendes comme ça s'est déjà vu. Faut voir que les Américains ont mis toujours l'Iran sur pression et nous ont même interdit de commercialiser avec eux, alors que l'Iran nous a jamais fait quoi que ce soit. Bon, on peut être en désaccord avec ce régime qui est relativement dur. Ma question est, on a vu souvent quand il y a des prisonniers politiques, notamment un prisonnier militaire israélien en Palestine, on avait vu sur la mairie de Paris des photos de lui sur 20 mètres d'auteur. Pourquoi il n'y a pas la même ferveur envers ce prisonnier, je dirais cet otage rappeur, envers le régime israélien, les régimes iraniens? Pourquoi il n'y a pas un soutien de la France sur ce rappeur? Pourquoi on ne voit pas des photos de ce rappeur, un soutien des photos en disant libérez-le? Il y a encore là-dedans deux poids deux mesures. Et on sait que quand l'Iran, on sait que ce sont des gens, on peut pas. Ce sont des gens, c'est des gens, ils sont radicaux, ils sont très durs. On peut pas discuter comme ça en leur donnant des ordres. Vous le savez mieux que personne. Donc il faut y aller par petit peu. Et à chaque fois que le monde a essayé de discuter avec l'Iran, comme on avait à un moment l'Iran qui avait mis un genou à terre, ce régime avait mis un genou à terre puisqu'ils avaient accepté d'arrêter la prolifération de leur uranium. Hein, on avait trouvé un vrai terrain d'entente avec la France et l'Europe, et ils avaient signé des papiers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël et les États-Unis d'Amérique ont tout fait pour casser ce contrat. Ils ont redressé ce genou à terre qui fait que l'Iran n'a plus confiance. Ils sont devenus encore plus durs. Et on se demande pourquoi ils font ça, puisqu'on avait bien commencé à négocier et c'était un bon début. Oui, alors on va laisser Maître Dylan Slama répondre Abdel par rapport à ta première partie. Oui. Alors, effectivement, je parlais, non pas tellement du pétrole, mais du gaz iranien. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas aussi simple que ça et la France toute seule ne peut pas faire grand-chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que je parlais plutôt de l'Union européenne. Je pense que le bon échelon pour négocier à ce niveau-là, c'est l'Union européenne. Alors vous allez me dire, même l'Union européenne à côté des États-Unis, c'est pas grand-chose. C'est vrai, mais c'est déjà plus important que la France seule. Et c'est pour ça que je pense qu'à échelle européenne, on peut faire quelque chose. Et je suis d'accord avec vous. Et je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité américaine avec le retrait de l'accord iranien de Donald Trump, cette responsabilité-là, elle est énorme. Alors on sait, si vous voulez, pour faire de la petite politique, pourquoi ils ont fait ça. Alors d'une certaine manière, il y avait une pression d'Israël, c'est vrai. Il y avait également un Donald Trump qui voulait rompre avec ce qui avait été fait sous le précédent mandat. Il y avait Donald Trump aussi qui, avant même qu'il soit d'ailleurs désigné par les républicains dans le cadre de la primaire, avait besoin de donner des gages de radicalité et de conviction extrêmement fortes, et c'est pour ça qu'il s'est avancé sur ces sujets. Il s'est appuyé également, soyons honnêtes, sur des petits points sur lesquels l'Iran n'avait pas complètement respecté à 100% les choses, et puis il disait aussi, ce qui est vrai, que le programme et que l'accord qui avait été fait avec l'Iran n'allait pas assez loin, au sens où il était très limité dans le temps, et il voulait un accord qui aille plus loin, ce qui n'était pas le cas. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que la responsabilité américaine est énorme. Maintenant, de là à dire que le premier responsable n'est pas le régime iranien, c'est peut-être là que je ne suis pas complètement d'accord. Mais j'entends ce que vous dites. Et sur la question de savoir, pourquoi il n'y a pas une photo de Toumaj sur le fronton de l'hôtel de ville, c'est quelque chose auquel je travaille. Effectivement, ça fait partie des demandes qui sont les miennes lorsque je rencontre un certain nombre de personnes. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait que ce combat-là soit beaucoup plus médiatisé, qu'on le voit plus, qu'on le voit mieux. En général, disons les choses aussi, c'est que lorsqu'on a un certain nombre de personnes dont on arrive à avoir les photos, il s'agit quand même assez régulièrement de franco-iraniens, non pas de franco-iraniens, mais de personnes qui ont un lien avec la France. Alors pas toujours, je vous l'accorde, mais c'est quand même régulièrement le cas. Mais je suis d'accord avec vous, il faudrait que on puisse faire figurer le visage de Toumaj en bonne place, et notamment devant l'hôtel de ville. Ce serait une chose formidable, et c'est quelque chose auquel je m'emploie. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça, mais je vais dans votre sens, et je pense aussi que ce serait quelque chose d'important
important et de fondamental pour participer quand même à la mise sous pression du régime iranien. Donc la France, si vous voulez, je disais l'Union européenne, c'est mieux que la France, c'est vrai, mais la France pèse quand même dans l'Union européenne. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle de la France dans l'Union européenne, parce que si la France arrive à faire bouger à l'Union les choses dans le cadre de l'Union européenne, et ben l'Union européenne pourrait également réussir à faire bouger les choses à échelle internationale, et notamment vis-à-vis des États-Unis, dont je rappelle d'ailleurs que Donald Trump n'est plus le président, et peut-être qu'avec Joe Biden on pourrait arriver à quelque chose de plus constructif. Malheureusement, avec le contexte que l'on a d'une élection prochaine aux États-Unis, je crains qu'il ne soit pour l'instant dans une forme d'attentisme en disant c'est pas maintenant qu'on va remettre des choses en place, mais bon, ça c'est un problème interne avec un mandat aussi court, 4 ans, et dans lequel on prend pas beaucoup d'initiatives 1 an avant la fin. Malheureusement, ça donne une quasi paralysie de ce que l'on pourrait envisager à échelle internationale. Mais en tout cas, voilà, il y a une élection dans 1 an, et on peut espérer que une fois cette élection passée, un nouveau volet de cet accord qui a été passé avec l'Iran dans les années passées pourrait être fait, et que ça pourrait aider le peuple iranien à vivre dans des conditions plus sereines, plus dignes et surtout plus démocratiques. Voilà, Abdel, merci. Alors on a un autre auditeur, donc on va accueillir Hervé aussi. Hervé qui voulait poser une question. Hervé, bonjour. Bonjour Morgane, bonjour à tous et tous. Je tiens à m'excuser auprès de cette personne, mais je ne vais pas être très gentil. Moi je l'ai écouté et il me dit, et j'ai entendu qu'il va dans des soirées et pour défendre son pays, il va dans les soirées un petit peu festives et il boit le coup. Est-ce qu'il pense aller à combien de soirées festives pour que les choses changent dans son pays? Alors, je ne sais pas si Hervé, tu as suivi l'émission depuis le début, ou si tu viens de prendre l'antenne en cours de route, mais Maître Dilan Slama est l'avocat d'un rappeur iranien qui s'appelle Toumash Salehi. Il n'avait avant cette affaire aucun lien particulier avec l'Iran, mais je pense comprendre un peu le fond de ta question, à savoir, puisque Maître Dilan Slama, vous parliez de ces événements culturels qui ont été organisés dernièrement en soutien au peuple iranien. Peut-être que pour certaines personnes, le fait de danser, de chanter, etc., n'est peut-être pas forcément un soutien, enfin ne peut pas aider, on va dire, concrètement. Oui, David Abbassi, bonjour. Voilà. Oui. Déjà, je veux dire à Hervé, avant je veux remercier Maître Dilan Slama. Une chose qui est très importante, vous devez le savoir, que je veux préciser ici et maintenant, encore une fois. Déjà, avant, je veux répondre à Abdel concernant photo de Toumash à la mairie de Paris. C'est promis. Dès que Dilan il demande ça à Anne Hidalgo, il va le faire. Puisque Anne Hidalgo est le maire de Paris grâce à la radio ici maintenant, grâce à David Abbassi. Première intervention à la télé, à la radio, il y a déjà 20 ans, c'était dans notre radio avec moi. Et quand j'ai lancé Anne Hidalgo, et toujours, il est resté fidèle, gauche, droite, socialiste, même s'il a ramené 4% de... Ça, c'est pas grand-chose. Mais Anne Hidalgo, il est toujours prêt à être à côté de peuple qui crie la liberté. Je suis sûr et certain que Maître Dilan Slama, s'il pose cette question-là à Anne Hidalgo, en disant que voilà, j'étais à la radio, les gens m'ont demandé ça, tout de suite, il va faire ça. Ça, c'est déjà garanti. Deuxièmement, concernant Hervé qui n'a pas bien écouté l'émission, puisque nous donnons la parole sans aucun censure, cher maître. Ici, c'est la liberté depuis 40 ans. Voilà. Hervé n'a pas écouté l'émission, mais une chose que je veux le dire à Hervé, tu sais, la musique, chant, danse, c'est dans le sang de peuple, de n'importe quelle couleur, et surtout depuis des milliers d'années, surtout dans le sang de peuple perse, que même si vous voyez le roi mage, c'est le roi perse, l'Iran, même si vous voyez la lumière dans l'Ancien Testament, c'est la lumière de Zarathustra, et partout toujours la gaieté, le chant, danse, être heureux, c'est un cadeau.
C'est un don de Dieu pour le peuple. Puisque même dans les traditions anciennes de Kurdes qui sont d'origine perse, même s'ils perdent quelqu'un, s'il y a un décès, on ne pleure pas. On met la musique et on danse. C'est pour ça que le copain de Toumaj Salehi, il avait un copain Sherbet. Il s'appelait Reza Rahnavard. Aussi sportif, aussi jeune. Il était pendu. Il y a déjà 3 mois. Avant d'être pendu, 5 minutes avant, un journaliste, il va lui poser la question. Il dit, Reza Rahnavard, tu as fait un testament, c'est quoi ton testament? Il a dit, j'ai bien noté, pour moi, vous ne chantez pas le Coran sur mon tombeau. Vous ne faites pas de prière. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le journaliste, il demande. Ça existe sur YouTube, tout le monde peut aller le voir. Il dit, vous chantez et vous dansez et vous restez heureux. Puisque mon esprit va être heureux si vous êtes heureux. Ce que j'ai fait il y a déjà 40 ans, quand j'ai perdu ma mère, j'ai pris un bateau à côté de Notre-Dame avec des grands artistes au Azerbaïdjan, au Chak. On a chanté, on a dansé, on a bu de vin. C'était la volonté de ma mère. C'est-à-dire, Hervé, danser, chanter, participer, ce n'est pas interdit dans la culture humaine et humaniste et mondiale. Et c'est vrai que certaines religions, peut-être, comme les républiques islamiques d'Iran, la musique est interdite. Chant est interdit. Montrer la beauté des femmes ou des hommes, c'est interdit. Il faut porter le voile, qui est une tradition de désert. Et quand on passait le désert, cher maître, on était obligé de porter le voile pour se protéger. Pour ça que c'est le cycle des femmes et des hommes qui habitent en désert. Même Yasser Arafat, il portait. Mais les filles iraniennes, ils ont brûlé ça, les amis. Et Toumaj Salehi, il était présent dans toutes les manifestations qui ont brûlé le voile. Pour ça, je suis désolé d'intervenir et de répondre à la place de Maître Dylan, surtout puisqu'Hervé déjà ne savait pas que vous êtes français, mais vous êtes un avocat français, que vous défendez un Iranien rappeur, premièrement. Deuxièmement, le bon endroit pour aller passer les messages, c'est quand il y a des fêtes, quand il y a des concerts, quand il y a... pour nous, pour l'histoire de 7000 ans de toutes les religions rationnelles, laïques, chanter, danser, être beau, être gentil, c'est autorisé. Pardon, maître, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors je suis totalement d'accord. Moi, alors la question qui est posée, c'est aussi celle de savoir s'il n'y a pas un décalage, effectivement, entre ce qui se passe là-bas et qui est terrible, et le fait de chanter, de danser, d'être festif, voire joyeux. La question, je peux la comprendre. Maintenant, je pense 2 choses. La première chose, c'est que l'un n'est pas exclusif de l'autre. C'est pas parce qu'on chante et qu'on fait la fête que, à côté, on ne fait pas le recours, on ne fait pas les plaintes, on ne fait pas des choses extrêmement sérieuses et des réunions extrêmement cadrées. Et je pense que c'est pas parce qu'on fait l'un qu'on ne fait pas l'autre. Et surtout, je pense qu'il faut chercher à être le plus large possible et à aller chercher et à ramener à notre combat que nous avons en commun, chers auditeurs. Ce combat, si nous l'avons en commun, il faut aller chercher le plus largement possible toutes les personnes qui aujourd'hui ne s'y intéressent pas. Il faut être lucide. Des tas de gens aujourd'hui ne savent pas qui est Toumaj et ne s'intéressent pas à ce qui se passe en Iran. Et donc pour aller chercher ces gens et les ramener à notre cause, eh bien je pense que tous les moyens sont bons. Et si certaines personnes peuvent venir avec nous et rejoindre notre marche et notre combat par le biais, oui c'est vrai, de quelque chose de plutôt festif, eh bien qu'ils viennent d'abord faire la fête et ensuite ils repartiront le point levé. Vous voyez, je ne pense pas que ce soit 2 chemins qui soient contradictoires et de toute façon, je ne pense pas en plus non plus que faire les choses dans la joie nuise forcément. D'ailleurs, celui qui, de ce point de vue-là, est notre exemple, c'est Toumaj lui-même. Toumaj, lorsqu'il chante, et lorsqu'il danse et lorsqu'il porte son combat pour l'Iran et pour le peuple iranien, il le fait en chantant, il le fait en dansant et il le fait avec une énergie folle. Donc si vous voulez, moi, ce que à notre niveau, on ne fait que s'inspirer de la méthode de Toumaj qui me paraît être la bonne. Et vous savez, parce que, cher maître, en Iran, depuis la République islamique d'Iran, tout ce qui est bien, tout ce qui est blanc, tout ce qui est gay, c'est interdit. Ouais. La musique, c'est interdit, comme vous venez de dire. Même actuellement, on ne vous montre pas les instruments musicaux à la télé. C'est interdit. Mais par contre, le peuple iranien, presque tous sont musiciens maintenant, sont artistes. Ils chantent, ils dansent. Il suffit d'aller consulter Instagram et autres pour voir qu'un des points révolutionnaires
pour les femmes iraniennes, surtout, je parle des femmes et de la jeunesse iranienne, c'est d'être tout à fait différent avec ce qui se pense des ayatollahs iraniens, et ils sont comme avant la révolution. Avant la révolution, vous n'étiez pas encore né, mon cher maître, mais l'Iran, c'était comme à Paris, sans aucun problème, vous voyez. Alors, mon cher maître, une petite question à côté, puisque moi, je vous connais, je vous suis, vous êtes vraiment un avocat plein d'énergie, mais est-ce que vous ne pensez pas que dans le code, dans la justice française, quand même, il faut faire une révolution, une réforme profonde pour changer certains codes napoléoniens? Depuis Napoléon à ce jour, énormément. C'est vrai, on est gentil, on a respect pour la République, on a respect pour la justice. Mais par exemple, quand je parle avec le policier, il dit nous faisons énormément de choses, on arrête les gens, patati patata, mais après quelques heures, ils sont libérés. Enfin, Éric Moretti, l'autre jour, il nous disait, on était quelque part, il disait, je fais beaucoup de réformes, je sais ce qu'il a fait aussi, il a fait des réformes, mais que jamais on ne parle pas dans les médias, puisque c'est Éric qui l'a fait, hein. On ne parle pas de réformes qu'Éric, depuis qu'il est ministre de la Justice, il a fait dans la justice française, des réformes assez importantes, mais quand même, vous, comme un avocat jeune, que vous êtes courageux, parce qu'il faut être courageux. Je ne le cache pas qu'il faut être courageux. Puisque de temps en temps, même dans la justice, si l'avocat n'est pas courageux et les choses ne vont pas bien passer. Alors, cette révolution ou réforme fondamentaux dans les codes napoléoniens en France, qu'en pensez-vous à ce sujet, mon cher maître? Alors, merci pour cette question. Moi, je pense pas que ce soit nécessaire de faire la révolution du point de vue du changement des textes. Pourquoi ? Parce que vous me parlez du code Napoléon qui a un peu plus de 2 siècles aujourd'hui. On pourrait aller encore plus loin. On peut ouvrir, si vous voulez, certains textes religieux. On regarde les 10 commandements. Qu'est-ce qui est marqué dans les 10 commandements ? Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Et finalement, le code Napoléon, c'est une mise à jour de ces interdits, mais qui sont ancestraux, qui ont 3000 ans, 4000 ans, si vous voulez, qui datent du début d'ailleurs, presque de l'écriture et de l'humanité. Droit de l'homme, déclaration de droits de l'homme de Exactement. Donc, si vous voulez, tous ces textes-là qui sont le code d'Hammurabi, effectivement, que l'on peut trouver en Égypte, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement vieilles. Et finalement, je suis désolé de dire ça comme ça, mais on ne réinvente jamais la Lune. Et même Napoléon, lorsqu'il a fait son code Napoléon, il n'a pas réinventé autre chose que des interdits qui ont toujours eu lieu dans l'humanité. Et si vous voulez, aujourd'hui, lorsqu'on regarde un code, de la même manière, il est toujours interdit de voler, il est toujours interdit de frapper, il est toujours interdit de tuer, et si vous voulez, je ne pense pas qu'une révolution soit possible. Quand est-ce qu'il faut faire une nouvelle loi ? Pas quand on estime qu'elle est mal appliquée, il faut faire, je pense, de nouvelles lois lorsqu'il y a de nouvelles infractions. Alors, il est nécessaire justement d'adapter, et là pour le coup je suis d'accord, d'adapter nos textes aux nouveaux enjeux, et les nouveaux enjeux aujourd'hui, ce sont les enjeux numériques, mais si vous voulez, lorsqu'il y a du piratage, mais même lorsque l'on pirate, si jamais je télécharge un film illégalement par exemple, ou que je vais chercher des bitcoins ou des choses dans le compte bancaire de mon voisin, il s'agit toujours d'un vol. Donc si vous voulez, même lorsque l'on fait ces délits qui peuvent être considérés comme nouveaux, comme totalement innovants, etc., ce n'est rien de plus que le prolongement de l'interdiction de voler qui date dans un premier temps du code Napoléon et dans un deuxième temps, je vous l'ai dit, d'interdits qui sont ancestraux. Alors la question que vous posez, c'est celle de savoir si justement le fait qu'on arrête des gens et qu'ils sont remis en liberté tout de suite, est-ce que c'est là-dessus qu'il faudrait faire une révolution ? Quelqu'un qui aujourd'hui est reconnu coupable pour vol, si jamais ce qu'il a volé est important, si jamais il a été violent, si jamais il a recommencé plusieurs fois, il n'est pas tout de suite remis en liberté. Quand est-ce qu'il est remis en liberté ? Il est remis en liberté si on estime qu'il n'est pas dangereux, si on estime qu'il ne va pas recommencer, ou si on estime que le préjudice n'est absolument pas grave. Mais le cas typique dont on entend parfois parler d'un individu qui serait extrêmement dangereux, qui serait violent, qui aurait frappé quelqu'un et qui serait libéré le lendemain matin après avoir été déclaré coupable, malheureusement ça n'existe pas.
c'est ce que pensent certaines personnes, et toutes ces personnes-là, je les invite tous les jours à aller au tribunal le plus proche de chez eux, tribunal de Paris, tribunal de Dijon, tribunal de Marseille, et d'aller dans la chambre des comparutions immédiates et de voir comment ça se passe, et de voir à quel point celui qui vole un portable dans le métro, il ne ressort pas. Celui qui vole un portable dans le métro, qui est peut-être l'acte de délinquance le plus usuel auquel on peut penser, et bien lui-même, pour avoir essayé de voler un portable et ne pas y être arrivé, même s'il n'a pas été violent, vous pouvez être quasiment sûr que le soir même, il va dormir en prison. Il va dormir en prison. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis que c'est la réalité. Donc je pense que pour critiquer la justice et son application et sa mise en œuvre, il faut d'abord être sûr de ce que l'on dit et de l'image de la justice que l'on a, et pour ça, le meilleur moyen, ça reste d'aller voir quand même les audiences, parce que le fameux exemple de l'individu qui vole ou qui frappe et qui est mis en liberté tout de suite, malheureusement, il est souvent de l'ordre du fantasme, mais moi, dans ma pratique quotidienne du métier d'avocat, ce n'est pas quelque chose que je constate au quotidien. C'est-à-dire, on peut dire, mon cher maître, puisque ça c'était le cas avant, hein, même les policiers, ils m'ont dit en privé, même à la télé, à la radio, on entendait énormément de dire que ces manques des moyens, à cause des manques de moyens, la justice ne pouvait pas faire bien son travail. De l'autre côté, peut-être, vous confirmez ce que je viens de dire, comme quoi Éric Dupond-Moretti, il a fait des choses alors. Ah oui, alors là, je suis d'accord. Alors parler par contre du manque de moyens de la justice, ça, je suis totalement d'accord, parce que le problème numéro 1, je pense peut-être, en tout cas de la justice pénale que je connais bien, je pense que c'est sa lenteur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et je pense que c'est vrai aussi d'ailleurs en civil et dans d'autres disciplines que la mienne, le pénal, aujourd'hui, lorsque on met en cause quelqu'un, lorsqu'on se plaint de quelque chose ou lorsqu'on est soi-même inquiété, il peut se passer 1 an, 2 ans, 3 ans avant qu'on soit jugé, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe d'abord pour la personne qui se dit victime, ça veut dire la personne se dit ah là là, on m'a volé quelque chose et je n'aurai pas satisfaction avant peut-être 2 ou 3 années. C'est catastrophique pour lui parce que il sera pas son préjudice ne sera pas réparé pendant très longtemps. Mais je vais aller plus loin, c'est aussi catastrophique pour la personne qui est mise en cause. Moi, si demain j'ai une voisine qui vient me dire ah bah tiens, Dylan Slama m'a frappé, si vous voulez, ma réputation va être atteinte. Il y a certaines personnes qui vont se dire bah il faut plus travailler avec Dylan Slama. Il y a certaines personnes qui vont dire bah attendez, vous avez vu que Dylan Slama il est mis en cause, donc il ne faut plus l'inviter, il ne faut plus qu'on puisse l'entendre dans les médias, etc. Et moi je ne pourrais pas me défendre avant 1 année, 2 années, 3 années. C'est catastrophique parce que peut-être que 3 ans après je serai innocenté. Peut-être que 3 ans après il y a un magistrat qui va dire eh ben non, il a été accusé à tort, Dylan Slama. Mais 3 ans après le mal est fait. Le mal est fait parce que ceux qui auront voulu m'atteindre m'auront atteint dans ma réputation, m'auront atteint dans mon travail, m'auront atteint peut-être dans ma sphère privée, et c'est pour ça que je pense qu'une justice plus rapide, ça doit être la priorité. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord qu'il doit y avoir une révolution qui satisferait tout le monde, qui satisferait les magistrats qui ne seraient plus sous l'eau, qui satisferait les policiers qui auront l'impression que la justice ne met pas 3 ans à mettre en œuvre et si vous voulez à régler judiciairement le sort des personnes qu'ils arrêtent. Elle satisferait également les victimes comme les personnes qui sont inquiétées. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'intelligence artificielle, et je ne le souhaite pas. Il n'y a qu'une seule solution, c'est plus d'argent. Et de ce point de vue-là, vous avez raison de le dire. Éric Dupond-Moretti, je crois, a eu des augmentations assez substantielles du budget de la justice, 8%, je crois, par an. Donc c'est beaucoup. Maintenant, ça a beau être assez confortable comme augmentation, la justice reste parent pauvre, et si vous voulez, la justice reste beaucoup moins bien lotie que dans des pays voisins dont on aime à s'inspirer pour parler parfois d'économie, mais en termes de justice, la justice allemande par exemple est beaucoup plus riche et beaucoup mieux dotée que la nôtre en France. Donc oui, une révolution financière pour les moyens de la justice, ça elle est indispensable et elle est urgente, et je suis totalement d'accord. J'ai pas compté, mais l'autre jour, mon cher maître, je jetais un coup d'œil sur le bilan de Éric Dupond-Moretti, plus de 10 et moins de 15 réformes qu'il a fait, que franchement, dans les médias, on n'en parle pas. Alors, Éric Dupond-Moretti, moi, il a fait un certain nombre de choses. Ça, c'est la vérité. Il a fait un certain nombre de choses. Moi, d'abord, quand je parle de lui, je suis obligé de dire que j'ai un certain attachement. Voilà, c'était un grand avocat. Vous avez travaillé avec lui ? Alors, j'ai rejoint son cabinet en 2020, et j'ai rejoint son cabinet en 2020 lorsqu'il y était encore. Et si vous voulez, on s'était côtoyé avant parce qu'on avait été dans des procès sur les mêmes bancs de la défense. Mais ensuite, il est parti. Et on s'est croisé finalement à son cabinet, dans lequel je suis resté finalement en même temps. Je suis arrivé pendant que
lui partait. Donc on s'est croisés, puis on s'était côtoyé un petit peu avant, mais je sais pas si lui-même a forcément beaucoup de souvenirs puisqu'il a côtoyé beaucoup d'avocats, mais j'ai été assis à ses côtés effectivement et j'ai défendu à ses côtés un homme devant la cour d'assises en 2017 ou 2018. Mais pour venir à Éric Dupond-Moretti, j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour l'avocat, c'était ce que je voulais dire. Mais sur le ministre, oui, il a fait beaucoup de choses. Il a fait des choses formidables. L'augmentation du budget de la justice, la justice filmée. Moi, je parlais justement du manque de pédagogie qu'on a sur la justice qui est mal comprise par nos concitoyens. Il y a une émission maintenant qui s'appelle Justice en France, qui est diffusée sur France 3, je crois, dans laquelle des citoyens de chez eux à la télévision peuvent voir des procès qui ont été filmés. Et je pense que c'est important pour mieux comprendre comment se passe la justice qui, rappelons-le, est censée se rendre au nom du peuple français. Il est important de mieux la comprendre. Ça, c'est aussi lui qui l'a mis en place. Maintenant, pour être tout à fait honnête aussi, il y a des choses qui vont pas. Moi, je pense à deux petites choses. Allez, comme ça, on fait la parité, de choses positives, de choses négatives. Éric Dupond-Moretti a essayé de mettre en place le fait, d'ailleurs, c'était pendant les attentats, je crois, pendant le procès du Bataclan, le procès V13, il a essayé de mettre en place le fait que des individus pouvaient être jugés par visioconférence. Ça veut dire que les individus ne sont pas devant leurs juges, ne sont pas devant leurs accusateurs, ils sont enfermés en prison et par le biais d'une visioconférence, ils sont jugés. Voilà. Moi, je trouve que c'est une déshumanisation de la justice. Non, moi, je trouve pas ça bien. Moi, je trouve pas ça bien parce que je considère que c'est une déshumanisation de la justice. Je considère que les juges ne voient plus les personnes qui jugent et que, si vous voulez, on a tous fait l'expérience, peut-être à l'occasion des Zooms qu'on a fait pendant le confinement, etc. Il y a quelque chose qui se perd. Une authenticité, une sincérité, quelque chose et qui est fondamental lorsque l'on juge une personne et que l'on décide d'enfermer une personne. Il faut au moins avoir cette personne en face de soi. Et il y a autre chose qui est pire. Si on le voit, si on ne le voit pas. Ah bah, le changement. C'est le document, c'est le preuve. C'est le proof, c'est les accusations des témoins que vous avez qui comptent. Pas l'individu. Si vous avez l'individu en face de vous, mon cher maître, c'est un hypnotiseur. Ouais. Parce que vous savez, l'hypnotisme, déjà c'est étudié dans les universités du monde entier, c'est quelque chose qu'on parle scientifiquement de hypnotisme. Hypnotiseur, il peut vous hypnotiser sans qu'on sache si il est face à face. Mais de toute façon, je ne veux pas parler de Didier Deplèche qui disait même on peut hypnotiser par téléphone. Alors moi j'ai encore jamais vu de prévenu ou d'accusé qui a hypnotisé ses juges, mais vous avez raison, il faut prévoir tous les cas. Non, ils font pas le dormir. Pardon mon cher maître. Non, je vais vous dire une chose parce que c'est des expériences, c'est la science ce que je vais vous dire. Il ne veut pas dormir l'individu. Oui. Il va pleurer. Oui. D'accord. C'est le cinéma. Il est tué comme un actrice. Mais c'est fondamental. Lorsqu'on décide d'enfermer une personne pendant 10 ans, parce qu'aujourd'hui la justice elle peut enfermer quelqu'un pendant 10 ans, et là en l'occurrence c'était pour une cour d'assises devant lesquelles les personnes encouraient la perpétuité, que cette ordonnance, disons que la visioconférence devait être autorisée, a été prise. Lorsqu'on condamne quelqu'un à 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est fondamental d'écouter ce que cette personne a à nous dire pour se défendre. On ne peut pas considérer que tout est dans le dossier et que la personne, on n'a pas à l'écouter. La personne, elle doit pouvoir se défendre de ce dont on l'accuse et elle doit pouvoir dire oui, j'étais là. Et je vais vous dire, même si on peut l'écouter. Eh bien, je ne crois pas. Vous savez, il y a quelque chose qui se perd. C'est pour moi, entendre une personne par le biais de la visioconférence, c'est comme si nous discutions ensemble, mais que nous avions un interprète au milieu, vous voyez, un traducteur, et que nous ne parlions pas la même langue, et que ce traducteur viendrait dire, eh bien, tel mot a été traduit de telle manière, mais il y a quelque chose qui se perd. La qualité, l'authenticité de ce qui s'échange se perd. On en a tous fait l'expérience lorsqu'il y a de la visioconférence. Parfois, il y a des mots qui se coupent. Parfois, le son marche moins bien, et parfois, bien sûr, la qualité d'écoute ce n'est pas la même parce qu'il y a des coupures. Et je pense que si on commence à renoncer à ça, si on commence à renoncer justement au fait que la personne qui doit être jugée doit être en face de chez nous, l'étape d'après, c'est celle que vous dites. C'est finalement, il n'y a pas besoin de l'entendre, la personne, puisqu'on a le dossier. Donc, il n'y a pas besoin d'entendre la personne se défendre et d'entendre ce qu'elle a à nous dire sur les faits qui lui sont reprochés. On a le dossier. Et donc, on est en train de nous préparer, et je crains que ce soit l'étape d'après, une justice sans accusé et une justice sans dialogue. Ça veut dire qu'un individu, sans même qu'il y ait de procès, on pourrait lui dire non, mais nous, magistrats, nous avons vu votre dossier et nous avons décidé que vous deviez être condamné à 12 ans, et finalement, peu importe ce que vous alliez nous dire, puisque... oui, mais c'est ce que je dis, mais pour l'écouter, il faut qu'elle soit en face, parce que, je le redis, la qualité d'écoute n'est pas la même, et on ne peut pas considérer que on fasse fi de tout ça, parce que si vous voulez,
C'est comme si demain je me mariais avec une personne et qu'on me disait vous pouvez vous marier en visioconférence. Vous voyez, quel est le besoin que vous soyez tous les deux dans la même salle pour échanger vos consentements, puisque finalement c'est la même chose. Non, moi je pense que nous sommes dans une société d'hommes, dans une société de femmes, que nous ne sommes pas encore des robots, que c'est une bonne chose et que nous devons garder ce lien. Moi je pense que nous sommes une société du lien et que de plus en plus justement on perd ce lien parce qu'on a les portables, je suis d'ailleurs le premier. Parce que on cherche à être connecté, parce que c'est plus la peine que j'aille voir mon grand-père ou ma grand-mère puisque je peux l'appeler au téléphone, donc je ne vais plus la voir chez elle. Et bien c'est comme ça que je pense on a abouti à une société où les gens sont de plus en plus isolés. Vous savez, lorsqu'on est en prison, je parlais des grands-parents qui sont chez eux, qui peuvent pas bouger. Les personnes qui sont en prison, elles sont aussi 22 heures sur 24 totalement enfermées, elles ne voient personne, elles ne peuvent pas bouger. Si vous voulez, lorsqu'on commence à dire par facilité numérique on va arrêter de les voir, on va arrêter de leur parler, ça aboutit à un isolement qui est dramatique, et cet isolement je pense qu'il est dangereux. Il est dangereux pour l'image bien sûr de la justice, il est dangereux pour la justice qui ne peut pas être rendue dans de bonnes conditions, et il est dangereux, j'irai encore plus loin et c'est peut-être pour moi le pire, il est dangereux pour l'avenir de l'humanité, parce que moi je veux pas d'une humanité qui soit uniquement connectée. Je pense que la société du lien elle est importante de la maintenir, notamment justement dans notre époque qui de plus en plus a tendance à favoriser les choses à distance, mais tout ne peut pas passer à distance. Je parlais de l'amour, je parlais du mariage, et bien je pense que la justice est quelque chose de moins aussi fort qui ne peut pas se passer du contact direct, humain, j'irais presque dire le contact charnel, j'emploie ce mot-là parce que Éric Dupond-Moretti, lorsqu'il a été nommé ministre, il a fait un très beau discours dans lequel il disait que la justice, il la connaissait charnellement. Voilà, quelque chose que l'on connaît charnellement, que l'on aime charnellement, ça ne se passe pas derrière un écran d'ordinateur. Merci, cher maître. Je vais rappeler le numéro du standard pour que les auditeurs puissent échanger également avec vous, maître Dylan Slama, notre invité sur Radio Ici et Maintenant en direct, et on va faire une petite pause musicale, le temps pour vous d'échanger avec notre invité au 08 90 37 38 38. À tout de suite. Ça c'est Negin Parsa qu'elle vient de chanter. Negin Parsa c'est une fille révolutionnaire. Il a subi en Iran, après il est sorti d'Iran grâce aux avocats comme Dylan Slama. Negin Parsa, elle est maintenant en Occident et une grande chanteuse. Et vous devez savoir également, je vais vous préciser mes chers amis, les gens qui étaient en Iran en prison actuellement, ils sont maires à Francfort. Maire de Francfort, c'est une femme iranienne, ancien prisonnier. Maire de Rome. Madame la maire, c'est une Iranienne, Madame Naji. Et également, nous avons beaucoup des Iraniens en Iran. Il était, leur père ou leurs parents ou lui-même, il était prisonnier politique après la révolution depuis 43 ans. Actuellement, il est président du Parlement de Norvège, Massoud Karakhani. Il est deuxième homme politique fort après le roi à Norvège. Et nous avons des chefs de parti, travailleurs verts d'Allemagne, Nourouzi, c'est un Iranien. Voilà. Beaucoup de gens comme ça. Voilà, merci. Alors, on a Bernard avec nous. Bernard, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à la radio. Cela étant dit, je pense que ce rappeur sera libéré, bien entendu. Personne ne pense que la prison c'est quelque chose de formidable. Par contre, ma question sera plutôt basée sur la géopolitique. Parce que j'ai entendu l'avocat dire que oui, parler de pression sur l'Iran. Mais maître, vous savez, l'Iran fait partie du concert des nations, n'est-ce pas? Donc, l'Iran voit ce qui se passe aussi sur cette planète. C'est-à-dire le gouvernement iranien voit aussi ce qui se passe sur cette planète. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un auditeur qui a appelé tout à l'heure et qui a parlé de 2 poids 2 mesures. C'était Abdel. Comme il a raison. Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez de pression sur l'Iran, je vous ai entendu parler du gaz iranien qui la France aurait... Maître, vous pensez que le gaz iranien n'arrive pas en France? Vous savez que certains pays achètent du gaz. Par exemple, on a parlé du boycott du gaz russe. Mais vous savez, il y a certains pays comme l'Inde, beaucoup de pays qui achètent le gaz et qui revendent ce gaz à prix fort à la France. Donc vous pensez que le gaz iranien n'arrive pas en France? Moi, je ne serais pas si sûr. Mais maintenant, c'est pas là-dessus que je voulais m'expliquer. C'est-à-dire que il y a 2 poids 2 mesures. Pourquoi je dis ça? Parce que les Américains, ils font pression sur tout le monde. Vous pensez qu'ils vont faire pression sur l'Iran, le gouvernement iranien, pour libérer ce rappeur. Et si c'était vrai, malheureusement,
l'Iran, le gouvernement iranien a des biscuits. Alors, quelle est ta question finalement, Bernard? Ouais. Est-ce que tu peux poser ta question, Bernard, puisqu'on a d'autres personnes? Ben, si je ne peux pas développer, c'est pas grave. Ah ouais, non, parce que je disais, la question, maître, est-ce que dans vos propos, il n'y a pas une certaine naïveté, c'est-à-dire que, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un pays qui pourra faire pression sur le gouvernement iranien pour libérer ce rappeur? Alors, très bien, merci. Maître, on vous écoute. Alors, pour répondre d'abord à votre question sur le gaz qui peut arriver en France, etc., indéniablement, il y a eu un changement après les sanctions qui ont été prises par Donald Trump s'agissant de l'Iran, qui a affaibli le pays économiquement et qui d'ailleurs a conduit, à une répression importante et deux, à des manifestations. Donc, ce que les États-Unis et la communauté internationale a défait, je pense qu'elle peut le refaire et qu'il y a un chemin qui est possible. Maintenant, sur la question de la naïveté qui m'est posée et que je peux comprendre, de dire « Ah, mais vous croyez que vous allez avec vos petits bras faire quelque chose et changer la vie en Iran et notamment celle de Toumaj. Je comprends, vous savez, lorsqu'on est avocat, on s'attaque pas en général à des combats et à des causes qui sont simples, c'est difficile. Et si vous voulez, c'est presque le propre de l'avocat, j'ai presque envie de dire, de mener des combats qui sont pas simples. Et je suis d'accord avec vous, si jamais vous me dites, mais c'est pas parce que vous faites ça qu'automatiquement on aura du résultat et de la mise en liberté de Toumaj, je suis d'accord avec vous. Moi, ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas ne rien faire sous prétexte que ce que l'on peut faire, finalement, ce n'est pas grand-chose. Finalement, on n'est pas sûr du résultat. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que même s'il y a 1% de chance, vous voyez, même si jamais ce que je fais, ce que je m'efforce de faire avec les uns, avec les autres, les institutionnels, les politiques, les artistes, les médias, les journalistes, même si tout ça, toute cette énergie déployée, vous voyez, elle a 5% de chance d'aboutir, eh bien, est-ce que je vais y renoncer? Et est-ce que je vais renoncer à ce qui pourrait contribuer à sauver la vie d'un homme pour lequel je suis mandaté parce que je vais pas y arriver? Si vous voulez, c'est le même métier qui m'est posé tous les jours, hein. Lorsque je demande la liberté d'individus que tout accuse, etc., et si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui me disent mais t'as aucune chance, mais laisse tomber, mais attends, il est en prison, mais jamais les juges t'écouteront, jamais ils t'autoriseront. Et le but d'un avocat, c'est d'essayer, c'est de recommencer, et recommencer, et recommencer, même si effectivement de prime abord, on nous dit non. Moi je dis parfois qu'un bon avocat, je dis parfois que c'est quelqu'un qui recommence tant qu'on lui a pas dit 10 fois non, vous voyez. Tant qu'on nous a pas dit 10 fois non dans notre métier, eh bien il faut recommencer. Ah non maître, c'est pas possible, on recommence une deuxième fois. Non mais vous y arriverez pas, on recommence une troisième fois. Maître, je vous ai dit que je ne ferai pas droit à votre demande, on recommence une cinquième fois, etc., etc. Et au bout d'un moment, on obtient justice. Au bout d'un moment, on y arrive. Et alors, pour répondre à votre question, parfois, 2 ans après, 10 ans après, voilà, parfois on perd, parfois on n'arrive pas. Est-ce que c'est parce qu'on perd qu'on peut se dire que tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour rien? Je ne crois pas, parce qu'il n'y a qu'un seul moyen de savoir si ce qu'on fait est utile, c'est d'essayer. Maintenant, je suis d'accord avec vous, on pourrait rester les bras croisés et ne rien faire et se dire, de toute façon, c'est inutile, de toute façon, je n'y arriverai pas. Mais si vous voulez, c'est pas le but de mon métier. Le but de mon métier, c'est d'avoir de l'énergie, d'avoir une certaine abnégation, de tout mettre sur la table, de mettre toute son énergie, on donne tout. Soit on y arrive et c'est magnifique, c'est fabuleux, soit on n'y arrive pas et si vous voulez, la maigre consolation que l'on peut avoir lorsqu'il y a des échecs dans notre métier, et malheureusement ils sont nombreux, la maigre consolation que l'on a, c'est de se dire j'ai tout essayé, j'ai pas de regrets, je n'aurais pas pu faire mieux, je n'aurais pas pu faire autrement et en tout cas je ne suis pas resté les bras croisés. Alors maître, Dylan Slama est avec nous sur Radio ici et maintenant 95.2 FM. Vous pouvez poser vos questions au 08 90 37 38 38. Nous accueillons tout de suite Gabriel. Bonjour Gabriel. Oui, bonjour. Bonjour aux personnes qui sont présentes dans le studio et bonjour à l'invité avocat. Bonjour. Voilà, donc je m'adresse à vous, maître, pour une suggestion, disons pour un avis, parce que vous avez parlé tout à l'heure du monde culturel, des soutiens du monde culturel qui peuvent intervenir en faveur de ce rappeur emprisonné. Et donc je pensais au cinéaste Jafar Panahi, si je ne me trompe pas dans son nom. J'ai entendu dire, enfin tout le monde a pu entendre dire qu'il est arrivé en France avec son épouse depuis peu. Il a donc été libéré, je ne sais plus s'il était emprisonné ou en tout cas retenu en Iran. C'est un cinéaste très connu et considéré comme subversif en Iran.
Et voilà. Et donc, je pensais en fait au prochain festival de Cannes, qui va avoir lieu dans moins de 15 jours, maintenant, qui va commencer dans moins de 15 jours. Et, pardon, à l'occasion quand j'ai entendu la nouvelle de la libération de Jafar Panahi et de son arrivée en France, j'ai cru comprendre aussi qu'il est possible que, à la faveur du festival de Cannes, il lui soit donné la parole, ou en tout cas que la question des libertés en Iran, notamment pour le monde culturel, soit mise à l'honneur. Donc je me disais que peut-être ce serait une occasion également au cours du festival de Cannes, à la faveur du festival de Cannes, de mettre en relief la situation de cet homme emprisonné. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, et moi j'essaie de faire le maximum de démarches et de faire jouer le maximum les contacts que j'ai, et si jamais la situation de Toumaj pouvait être évoquée à l'occasion du Festival de Cannes, moi c'est ce que je disais il y a un instant, je ne sais pas quel sera le déclic, vous voyez, je ne sais pas quel est l'événement, quelle est la phrase, quel est le mot qui à un moment fonctionnera et aura une importance déterminante dans ce combat. C'est pourquoi je pense qu'il faut tout dire et qu'il faut tout faire et qu'il faut être partout, parce que on ne sait jamais à l'avance quel est l'événement qui va changer le cours des choses. Vous voyez, là ça a été une jeune fille qui est décédée dans des conditions tragiques, qui a mis d'une certaine manière le feu dans la population iranienne, qui s'est levée, qui s'est mise debout et qui a commencé à faire une révolution. De la même manière, c'est un homme qui s'est immolé par le feu en Tunisie il y a une dizaine d'années, qui a déclenché le printemps arabe. On ne sait pas quel est l'événement déclencheur, et comme on ne le sait pas, il faut allumer des petits feux partout. Il faut allumer des petits feux partout, c'est ce que je disais, c'est ce que je fais à l'Union européenne, c'est ce que je fais à l'ONU, et c'est ce que je fais également lorsque j'étais au Théâtre du Châtelet. On me l'a reproché d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'il faut tout faire, et même au Festival de Cannes, là où on pourrait dire, bah voyez, ces petits fours et champagne, ces belles robes, ces belles tenues, ces tapis rouges, ce sont des films, c'est la jet set et des gens qui sont déconnectés des réalités, eh bien c'est aussi là-bas qu'il faut aller, parce que c'est un vecteur, à mon avis, de propagande au sens positif du terme, et c'est un vecteur justement qui permet de véhiculer un message qui est extrêmement important. Et oui, j'entends ce que vous dites, et vous avez raison, je vais me saisir de cette question et voir si jamais un mot pourrait être dit par Jafar Panahi effectivement à l'occasion de ce festival de Cannes. C'est un bel endroit où beaucoup de gens entendront, et des gens qui sont influents, des gens qui ont une certaine caisse de résonance, et si jamais le sort de Toumaj pouvait être évoqué, je suis totalement d'accord avec vous, ce serait absolument formidable. Toujours en direct sur Radio Ici et Maintenant, nous allons poursuivre l'émission en faisant une petite pause musicale, le temps pour vous d'intervenir et de poser vos questions à notre invité, Maître Dylan Slama, que nous avons accueilli sur 95.2 FM et qui a eu l'honneur de répondre à nos questions pour la revue de presse interactive de ce mardi 2 mai 2023. Nous allons faire une pause et se retrouver dans quelques instants pour participer à l'émission et poser vos questions. C'est le 08 90 37 38 38. Nous continuons l'émission avec Abdel, donc pas le Abdel qui a appelé tout à l'heure, mais un autre Abdel. Bonjour, on écoute ta question, tu es à l'antenne, Abdel. Bonjour, et à toute l'équipe de Radio Ici Maintenant. En fait, pour monsieur l'avocat, j'avais une question, mais si je sors du sujet, vous m'arrêtez tout de suite, d'accord ? On t'écoute. Dans les années 90, j'étais plus ou moins pratiquant religieux, et en fait, j'ai lu le Coran traduit en français, en fait. Et ce jour-là, j'ai pas rêvé. J'ai vu que dans un texte dans le Coran que la source, peu importe comment on l'appelle, le Dieu, le Créateur, qu'il n'aimait pas l'intégrisme, et que chaque musulman devait respecter la loi du pays d'accueil, ce dont je suis tout à fait d'accord. Et je ne comprends pas pourquoi c'est pas
vous ne faites pas appel à ces phrases inscrites dans le Coran au niveau des mollahs d'Iran, en fait. C'est ce que je voulais dire. Parce que là, ils sont, pour moi, de ce que j'ai lu, ils sont dans l'erreur, quoi. Et dans une erreur monumentale, quoi. Pourquoi personne ne leur rappelle, enfin, à leur tête, pour pas être vulgaire. Alors, maître... Oui, je comprends la question. C'est pourquoi est-ce que on leur opposerait pas finalement leurs propres arguments religieux qui sont dans le texte pour contredire leur application du religieux. Je suis d'accord, c'est quelque chose qui pourrait être intelligent et je pense que ce travail est fait d'ailleurs alors non pas par moi pour deux raisons. La première, c'est que j'en serais bien incapable parce que je n'ai pas les connaissances théologiques adéquates, et la deuxième, c'est que de toute façon, encore une fois, je ne suis pas son avocat iranien en Iran, donc dans le cadre de son affaire en Iran, donc je n'ai pas voix au chapitre à ce niveau-là. Donc ça, c'est les deux raisons pour lesquelles je ne peux pas faire moi-même ce que vous me dites. Mais je pense qu'effectivement, opposer au régime iranien des arguments d'ordre religieux, je pense que c'est un travail qui est nécessaire, et je pense que c'est un travail qui est fait actuellement par un mouvement, l'islam des Lumières, l'islam ouvert, qui justement a pour mission depuis quelques années, quelques décennies, de réinterpréter un certain nombre de textes et de donner justement une vision beaucoup plus ouverte et tolérante d'un certain nombre de préceptes et de textes religieux. Je pense que c'est un travail intellectuel qui doit se faire, j'ai presque envie de dire, à ciel ouvert. Ça veut dire qu'il doit se faire dans des ouvrages, dans de la littérature, dans de la recherche, et je sais que c'est quelque chose qui existe et qui est extrêmement important, fort, parce que je pense que cet islam-là doit justement vaincre et doit justement avoir une hégémonie le plus large possible, mais donc voilà, je suis d'accord avec vous, il faut avancer sur toutes ces jambes. C'est ce que je disais encore une fois tout à l'heure, c'est ce que je redis, le combat, il se joue partout, il se joue à l'université, il se joue en soirée, il se joue dans les tribunaux, il se joue dans les médias, et il se joue, comme vous le dites également, dans des cercles restreints où certaines personnes étudient des textes et font référence à certaines sourates ou certains textes du Coran, disant que justement l'application qui en est faite, non pas ici et maintenant, mais là-bas et maintenant, n'est pas la bonne, et justement doit être révisée pour correspondre à quelque chose de plus humaniste, comme il y a d'ailleurs dans le Coran, bien sûr, des textes et des passages qui sont très humanistes. Mais donc je suis d'accord avec vous, je pense que le combat, il doit aussi se faire à ce niveau-là, mais je ne pense pas que ce soit ma part du combat qui doit se faire, mais c'est quand même indispensable de mener ce combat sur ce terrain-là, qui est un terrain plus intellectuel et religieux, je dirais. D'accord, parce que moi je sais que dans l'islam il y a plusieurs courants, et ce que je dis là, c'est aussi par extension valable pour les talibans aussi. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Je suis encore une fois, sans vous être moi pour le coup un expert, je suis d'accord avec votre constat qui est de dire qu'il faut justement aller chercher dans le texte ce qui pourrait nous permettre de leur opposer leurs propres arguments, aller sur leur propre terrain. Et je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai que c'est pas mon domaine et je pense pas que moi j'aurais une plus-value particulière à mener ce combat-là. Moi, je le mène sur un terrain qui est laïque et qui est surtout en faveur de la démocratie, mais surtout d'abord parce que je fais pas d'idéologie quand je défends Toumaj. Moi, ce que je veux d'abord, c'est la mise en liberté de Toumaj. Donc tous les arguments sont bons et ça reste mon objectif principal et fondamental. C'est ma boussole, c'est l'intérêt d'abord de Toumaj. Merci Abdel pour ta question. Hors antenne, un auditeur nous a appelé pour qu'on puisse évoquer le cas de Nasrin Sotoudeh. Alors au début de notre échange avec maître Dylan Slama, on a parlé de la difficulté pour les avocats en Iran de soutenir et d'accompagner certains clients. Alors je souhaite vous rappeler que Nasrin Sotoudeh est une avocate iranienne lauréate du prix Robert Badinter, figure majeure de la lutte pour les droits humains et l'abolition de la peine capitale en Iran. Elle avait été condamnée à 38 ans de prison et 148 coups de fouet par le régime et actuellement elle est sous... alors je n'ai pas beaucoup d'informations. David, apparemment tu avais des informations. Oui, de toute façon nous sommes là de profiter de notre cher maître Dylan Slama, mais je vais l'aider de temps en temps, Dylan Slama. Voilà. Vous savez par exemple Shirin Ebadi, vous le connaissez, prix Nobel.
il y avait 2 personnes au final à l'époque. Jacques Chirac et son bureau, il m'a téléphoné. Il m'a dit, David, trouve pour moi Shirin Ebadi. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux de Shirin Ebadi? Il a dit, moi, j'ai demandé mon retrait pour donner le prix Nobel à Shirin Ebadi, Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, à l'époque, je cherche tout de suite, je trouve Shirin Ebadi à l'aéroport, il voulait partir en Iran. J'ai envoyé mon frère, j'ai dit, dis-le de rester parce qu'il a une information assez importante. Shirin Ebadi, il dit, non, je dois partir absolument, patati patata. J'ai dit, voilà, tu es prix Nobel, mais il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas aller en Iran. Mais il a pris l'avion, il est parti en Iran le jour même. Et après, il était emprisonné, arrêté, tatati tatata. Shirin Ebadi était première femme juge, présidente du tribunal à l'époque de Shah d'Iran. Première. Alors après, il y a eu énormément de problèmes. Shirin Ebadi, comme Nasrin Sotoudeh, c'est des exemples. Mais actuellement, en prison, même en prison, on a énormément des avocats. C'est-à-dire n'importe quel avocat qui a voulu défendre quelqu'un, je le connaissais, j'étais en contact avec eux, ils les ont arrêtés, emprisonnés, patati patata. Ce n'est pas Shirin Ebadi, j'ai beaucoup de respect pour elle, je le connais bien. Mais comme Shirin Ebadi, comme Nasrin Sotoudeh, il y en a énormément d'avocats actuellement en prison. Pour ça, mon cher maître, il y en a des questions énormément que nous avons reçues. Parmi les questions, puisque vous avez parlé tout à l'heure d'aller en Iran, alors quelqu'un, il dit, cher maître, si ici, l'ambassade, il vous donne le visa, comme avocat de Toumaj Salehi, il vous donne le visa du travail. Vous êtes avocat de Toumaj Salehi. Ce régime, il est dictateur, fasciste, totalitaire, tatati, tatata, tout le monde le connaît, ça fait 43 ans qu'on fait le combat. Mais si il accepte de vous donner le visa comme avocat de Toumaj Salehi, est-ce que vous êtes prêt d'y aller? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai donné plusieurs arguments qui me paraissaient aujourd'hui rendre compliqué l'exécution d'un voyage en Iran. Le premier était bien sûr d'ordre administratif et diplomatique, ça veut dire qu'il faut avoir le visa. Mais au-delà de ça, il y a d'autres questions derrière le visa. Il y a la question de la sécurité, parce que la sécurité, déjà, c'est vrai, il faut bien dire les choses, la mienne, parce qu'il y a un certain nombre de Français qui aujourd'hui sont retenus en Iran, et c'est extrêmement compliqué. Donc au-delà de ma sécurité personnelle, il y a aussi, moi je veux pas mettre en danger la moindre personne en Iran, et je veux pas faire en sorte qu'en Iran il y ait des individus qui soient mis en danger et qui se retrouvent menacés par ma présence qui pourrait être mal interprétée. Donc moi, si je peux y aller dans de bonnes conditions et que ma sécurité est assurée là-bas et que la sécurité des individus que je rencontrerai là-bas est assurée, j'irai avec plaisir. Mais moi je crains qu'aujourd'hui, si j'y vais et que je rencontre un certain nombre de personnes, le fait même pour ces personnes de me rencontrer pourrait, je pense, potentiellement les mettre en danger, et je veux pas les mettre en danger. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça me paraît compliqué. Mais au début j'étais en train de les prendre, j'ai regardé les billets, etc. parce que j'avais très envie d'y aller. Maintenant aujourd'hui malheureusement je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu téméraire, mais dès que je le pourrai, j'irai. Donc si jamais dans 2 mois les conditions sont réunies pour que j'y aille, j'irai dans 2 mois. Si c'est dans 6 mois, j'irai dans 6 mois. Si c'est dans 2 ans, j'irai dans 2 ans. Et j'espère que ce sera le plus rapidement possible. Et j'ai hâte de pouvoir justement aller dans ce pays à la rencontre de ce peuple formidable, et surtout de tous les gens que je pourrais rencontrer s'agissant de Toumaj. Mais aujourd'hui c'est trop tôt, et aujourd'hui ça me paraît trop compliqué. Alors je vais être franc, mon cher maître, vous savez, à l'époque de Saddam Hussein, Bush, ils ont sorti 52 cartes en disant nous cherchons que 52 personnes dans le pouvoir irakien. Actuellement nous aussi en Iran, le peuple iranien comme Toumaj et les autres, ils ne cherchent pas la totalité du régime il est formé de plusieurs millions de personnes. C'est 5000 personnes seulement peut-être. Les autres, on va pas, ils disent comme ça, c'est eux-mêmes qui disent. C'est pour ça, dans le système, il y a beaucoup de gens qui sont contre le régime. Par exemple, tout à l'heure, notre ami, il parlait de la loi islamique, etc. Vous savez, actuellement, c'est pas moi. C'est pas vous, c'est pas n'importe qui. C'est pas nous qui en dit. C'est le pouvoir iranien eux-mêmes, dans le pouvoir. Bien sûr. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit les lois qui sont en train de nous imposer, ce sont des lois de Staline. C'est des lois de la Russie qui gouvernent en Iran, même pas l'islam. C'est pas moi, parce qu'en Iran il y a 2e tendance, 3e tendance, comme il a dit, il y a 100 courants de l'islam. Par exemple, Mahomet lui-même, jamais il n'a pas appelé quelqu'un, il n'a pas jeté le pierre à quelqu'un, jamais il n'a pas fait ça. Par exemple, Mahomet lui-même, jamais il n'a pas dit si tu portes pas le voile, on va te exécuter, jamais.
Même il prenait sa femme Aïcha, il mettait dans le marché, il marchait comme ça. C'est-à-dire, ce qu'on fait au nom de l'islam, c'est autre chose. Et actuellement aussi, dans le régime iranien, il y a énormément de gens qui étaient dans le pouvoir. Ou actuellement, ils sont dans le pouvoir, mais il dit tout ce que les autres, ils font, les intégristes, c'est les lois de Staline. C'est stalinisme en Iran. Et ils ont tout à fait raison. Par exemple, une chose qui est très pratique, vous savez, c'est quoi, maître? On vous arrête, après 2 semaines, on vous ramène devant la télé. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Pardonnez-moi. C'est Staline qui faisait ça. Parce que depuis le premier jour, c'est l'Union soviétique. Actuellement, c'est la Russie qui gouverne en Iran. C'est pas David Abbasi. C'est la moitié de pouvoir en Iran, il dit ça. Même, je vous dis une chose, par exemple, il y avait une grande personnalité iranienne qui a été assassinée, il y a déjà 3 ans. Le ministre de renseignement iranien, lui-même, ministre, il s'appelle Alavi, à l'époque de Rouhani. Il est venu à la télé, il a dit, ça faisait longtemps qu'on savait qu'on va le tuer. Nous avons donné notre rapport au Pastaran. Ils n'ont rien fait. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire dans le régime, il y a 2e régime, un régime staliniste, puisque je ne sais pas si vous savez, honneur, cher maître, c'est des informations, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est des informations. Le guide spirituel iranien, Ali Khamenei, que moi je le connais depuis mon enfant, parce qu'il habitait dans mon quartier, à l'époque il était tellement pauvre que même il n'avait pas d'euros d'acheter une chaussure. Ali Khamenei. Je connais sa famille et tout ça, je ramenais sa soeur et tout ça en dehors d'Iran, il était pendant des années réfugié, il y a son fils qui est ici à Paris, médecin, le fils de sa soeur. C'est-à-dire, je le connaissais, pour ça, ce que je vous dis, ce n'est pas des histoires, c'est la vérité. Vous savez, on avait appris qu'il était allé en Russie à l'époque de Shah d'Iran, en disant qu'il était allé à Najaf, et il était allé là-bas étudier dans une université qu'on dit l'université de Patrice Lumumba. D'accord. Et après, c'est ça qui est très important. Puisque même moi, j'étais interviewé par la télévision de la Russie, dans le journal de 20h, 3 fois dans le prime time. Et j'ai dit des choses que jamais on ne pouvait pas dire en Russie ni en Union soviétique. Ça existe sur l'Internet. Alors, le respect avant la guerre d'Ukraine. J'avais des contacts. Ça, je vous dis, parce que j'avais des contacts. J'avais demandé à l'époque, de secrétaire de Poutine lui-même, de sa secrétaire, qui n'est plus là en place, il est parti. J'ai dit, est-ce que cette information que j'ai, Ali Khamenei, il a étudié dans l'université de Patrice Lumumba à l'époque de Shah d'Iran, pendant 1 an et demi, 2 ans, il était là-bas, mais il disait aux autres qu'il était allé en Irak. Mais il n'était pas en Irak. Est-ce que ça c'est vrai? Tu peux trouver ces informations-là? Il m'a téléphoné, il m'a envoyé un message enregistré que je l'ai diffusé à la télé il y a déjà 1 an dans nos émissions. Il dit, David, c'est vrai, c'est lui, était là, même dans le 40e, je ne sais pas, au 50e anniversaire de cette université, on a évoqué son nom et sa photo était affichée. C'est-à-dire, mes amis, sachez très très bien, Ali Khamenei en Iran, s'il gouverne au nom de l'islam, c'est Staline, c'est l'Union soviétique, c'est ex-communisme qui était en Union soviétique, c'est le communiste qui est au pouvoir. En plus, j'insiste encore une fois que plusieurs centaines de milliers de pouvoirs iraniens, qu'ils soient des services de renseignement, de Pastaran, des gens, anciens ministres, anciens députés, pour ça ils sont... il dit eux-mêmes actuellement, ça existe sur l'Internet, il dit, ce régime, Ali Khamenei, c'est la Russie. C'est pour ça que vous voyez le drone de la Russie, c'est pour ça que vous voyez l'attaque de l'Ukraine. Pourquoi il a attaqué l'Ukraine? Parce que c'est Ali Khamenei qui était derrière. Pourquoi? Parce qu'Ukraine, Ali Khamenei lui-même, il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Parce qu'on ne comprend pas iranien, personne, on ne sait pas tout ça. David, il parle 5 langues. Alors, je vérifiais, il dit, Ukraine, c'était le 2e Israël. Alors, il faut dire, nous donnons l'information fraîche aux gens, sans aucune démagogie. Ali Khamenei n'est pas musulman. Ali Khamenei, c'est un agent russe. Maintenant, c'est un consultant, c'est un allié avec les Russes. C'est pour ça qu'ils ont créé une union
mondiale avec la Chine, avec certes, malheureusement le danger c'est ça, mais actuellement la République islamique. De toute façon, la personne qui nous a dit que si vous avez votre visa, vous pouvez aller en Iran, je vous dis franchement, ça je vous dis tout. Je pense que cette personne-là, c'est de l'ambassade d'Iran. Parce qu'on est en train d'écouter, cher maître, votre émission, comme tous les autres, est en train d'écouter partout dans le monde. Je veux saluer beaucoup de salutations pour vous, surtout puisqu'il y en a un qui est le plus connu, le plus célèbre, c'est Marshall Manesh, de Los Angeles, acteur d'Hollywood, qui est en train de nous regarder. Il vous salue, votre courage. Magnifique. Et nous vous remercions beaucoup. Très honoré. En effet, merci beaucoup, maître Dylan Slama, d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a, je le disais au début de cette émission, pas mal de combats que vous avez menés, que vous menez actuellement, et on n'a pas eu l'occasion d'aborder ces nombreux sujets. Peut-être une prochaine fois. En tout cas, merci d'être venu. Et merci également aux auditeurs et auditrices pour leur écoute et pour leur fidélité. Nous allons continuer l'émission, mais faire une courte pause. À bientôt, maître Dylan Slama, et merci encore d'avoir participé à notre émission. Au revoir.